Madame, Monsieur, bonjour. Le 6 octobre dernier, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé à Agen un vaste plan prison afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Un programme qui prévoit la construction de 33 nouveaux établissements en France, dont un dans les Pyrénées-Atlantiques. Des prisons, pourquoi faire? Voici l'heure des questions dans Dimanche en politique. Des prisons, pourquoi faire? Pour répondre à cette question, trois invités sur le plateau de Dimanche en politique ce dimanche. Madame Colette Capdevielle, députée socialiste des Pyrénées-Atlantiques, membre du groupe d'études prison et conditions carcérales à l'Assemblée nationale. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Gabriel Moesca, ancien président de l'Observatoire international des prisons, responsable aujourd'hui de la réinsertion des prisonniers basques. Bonjour. Bonjour. Et enfin monsieur Alain Pompigne, directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Madame, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Madame Capdevielle, Manuel Valls a annoncé un plan prison conséquent la semaine dernière, 33 nouveaux établissements au programme, je le disais. Est-ce que ce plan est raisonnable? C'est raisonnable parce que tout d'abord, il est budgété sur le budget de 2017. En partie budgété. Pour 9 établissements. 9 établissements prioritaires. Prioritaires, 9 sur 33. 9 sur 33, ce qui est une première tranche budgétée en autorisation de programme, très clairement. Absolument indispensable parce qu'aujourd'hui, de manière endémique et depuis longtemps, notre pays connaît une situation de surpopulation carcérale importante et indigne. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, même si ce n'est pas la panacée. Et on en discutera, je pense, aujourd'hui. Alors vous dites pour vous, il est nécessaire. Tout de suite, là, j'imagine qu'on va être dans une opposition. Monsieur Gabriel Moesca, vous connaissez bien les prisons parce que vous les avez étudiées, parce que vous avez passé 17 ans en tant que militant basque à l'intérieur des prisons. Que pensez-vous de ce plan? Je trouve d'abord que c'est une insulte à l'histoire qui nous apprend que chaque fois qu'il y a un programme de création d'établissements pénitentiaires, eh bien, ces établissements sont de suite pleins et font rapidement l'objet de surpopulation. C'est l'histoire qui nous l'enseigne. Il y a aussi à retenir deux événements majeurs de la vie pénale et carcérale de la France, qui ne remontent pas si longtemps que ça. Il y a 10 ans de ça, se sont tenus les États généraux de la condition pénitentiaire, c'est-à-dire la majeure partie des personnes travaillant en milieu carcéral ou intervenant ou vivant en milieu carcéral qui se sont exprimées sur le présent et l'avenir du monde carcéral. Et là aussi, les conclusions ont été extrêmement claires. Il faut tourner la page de l'utilisation ou la surutilisation de la prison. Et enfin, la conférence de consensus, ça date de 2013, à l'initiative de Mme Taubira, excellent travail qui a démontré là aussi que beaucoup de professionnels, que beaucoup de spécialistes des questions carcérales ont avancé des recommandations, 12 recommandations, parmi lesquelles une qui était celle de finir avec cette volonté de construire toujours plus de prisons. Donc pour vous, c'est un plan qui n'a pas de sens, c'est ce que vous voulez dire? Ça a un sens c'est un mauvais chemin qui est contraire au sens de l'histoire, de ce que nous enseigne l'histoire, et qui, pour moi, tient de l'irresponsabilité. Je pèse mes mots, c'est irresponsable aujourd'hui de prétendre que solutionner le problème de la surpopulation, ça passe par construire de nouvelles prisons. On sait, il y a assez de rapports qui sont faits, assez de travaux menés par les universitaires, par des chercheurs, qui démontrent que la solution est ailleurs. Alors on va revenir sur les solutions, mais puisque vous posez cette question, vous employez des mots forts. Les internautes nous suivent également pendant cette émission, ils posent des questions. Et j'aimerais tout de suite qu'on voit la question de Mariette qui se dit « Cette décision, donc ce plan, cette décision n'est faite que pour rassurer l'électorat et répartir les détenus pour éviter la surpopulation dans certaines maisons d'arrêt. » Est-ce que, Alain Pompigne, cette affirmation vous paraît raisonnable ? Est-ce que vous la comprenez, cette question? C'est plus une question, c'est une affirmation d'ailleurs. Oui, c'est pas une question, c'est un débat qui me dépasse. Moi, je pense que Ça veut dire, est-ce que la notion de scrutin, par exemple, d'élection dans une année peut intervenir sur ce genre d'annonce? Je n'en sais rien. Madame Capdevielle, après je vais revenir vers vous, Monsieur Pompigne. Non, la loi, depuis 1875,
prévoit que l'encellulement doit être individuel. Vous vous rendez compte, depuis 1800, on va le redire, parce que c'est 1875. Mais bien sûr, mais c'est un détenu terrible. doit être seul en cellule depuis 1875, c'est ce que dit la loi, ce n'est pas respecté. La prison n'intéresse personne. Les conditions indignes aujourd'hui dans la prison intéressent peu, et je vous remercie d'avoir évoqué ce thème aujourd'hui. Donc, bien sûr que l'objectif, il est aujourd'hui de trouver à la fois des conditions dignes pour ceux qui sortent, pour ceux qui sont en prison, et de prévoir, à côté de ça, des peines alternatives. C'est la balance, c'est l'équilibre. Il faut absolument respecter cet équilibre. Que ceux qui vont en prison puissent en sortir meilleurs, et surtout qu'ils puissent être détenus dans des conditions de grande dignité, et surtout qu'on puisse trouver toutes les formules pour éviter l'incarcération. On va revenir sur ces points-là. Alain Pompine, puisqu'on parlait de cette surpopulation carcérale, c'est ce qui fait que ce plan existe aujourd'hui. Vous vivez ça au quotidien. Vous avez été à la tête de différentes maisons d'arrêt en France. À quoi ressemble le quotidien aujourd'hui à l'intérieur d'une prison ? Le quotidien, c'est dans les maisons d'arrêt en tout cas, une surdensité, des détenus qui sont trop nombreux dans les établissements et donc trop nombreux dans les cellules, mais aussi trop nombreux pour les équipements communs. Le plan immobilier du gouvernement actuel veut répondre à une réalité, à une actualité qui est la nôtre. Sur la maison d'arrêt de Gradignan, nous avons dans le quartier des Hommes une densité qui est plus forte que de 100%, qui est supérieure à 200%. Dans ces conditions, il est difficile d'accueillir dans des conditions dignes les détenus, mais aussi d'organiser des parloirs, d'organiser l'enseignement, d'organiser le travail, d'organiser dans des conditions acceptables le travail des personnels qui œuvrent dans ces établissements. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, sur justement ce qui a motivé la décision du Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls qui est à Agen la semaine dernière, lors de sa visite à l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire, a expliqué ce qui motivait cette décision et ce choix. On l'écoute. Avec un taux de surpopulation de 118%, c'est-à-dire, parlons concrètement, 68 820 détenus pour 58 500 places, la situation est dramatique, notamment dans les maisons d'arrêt où le taux de surpopulation atteint 140%. Trop d'établissements vétustes, trop de cellules partagées, voire surpartagées, trop de proximité, trop de matelas au sol dans nos maisons d'arrêt, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Cet environnement n'est pas digne de la France. Et puis, par ailleurs, il rend votre travail encore plus complexe, parfois plus périlleux. Alain Pompigne, le travail au quotidien est-il encore supportable pour les surveillants et pour vous-même d'ailleurs dans les différents centres ? Le travail en prison est un concept complexe parce que c'est à la fois celui de réguler une population qui est trop nombreuse et qui peut avoir des manifestations violentes, mais aussi d'offrir à cette même population les possibilités de s'amender, d'évoluer et de remplir, c'est-à-dire de donner du sens au séjour carcéral. Et plus la condition du nombre des personnes détenues est importante, plus ce travail est difficile. Gabriel Goesca, lorsque vous entendez le Premier ministre faire cette déclaration, justifier son choix, vous comprenez ? Ou ça vous dépasse ? Non, ça me dépasse pas. Je comprends parfaitement le discours de M. Valls. Il n'est pas nouveau, malheureusement. À l'approche des élections, et en particulier des élections présidentielles, nous avons toujours droit à ce type d'annonce. Nous avons toujours droit à l'annonce de création de nouvelles places. Je rappelle, à la précédente élection présidentielle, Fillon avait annoncé aussi, je crois, 20 000 places nouvelles en projet. J'allais dire... Est-ce que c'est aussi un discours politique ? Est-ce que c'est un discours politique en période électorale ? C'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Évidemment que c'est pour moi du populisme pénal, d'aborder la question avec, j'allais dire, cette optique-là de la création de nouvelles prisons, mais aussi le fait est que le seul gagnant d'un tel projet de création, c'est l'industrie du bâtiment. Je pèse mes mots. C'est l'industrie du bâtiment. Et malheureusement, j'allais dire, comprenne qui veut, comprenne qui peut.
quand à la veille d'élections, à la veille de gaspillage énorme auquel on va assister, nous, simples citoyens, avec la campagne à venir, il est plus que suspect de voir qu'aujourd'hui, des responsables politiques, et je ne mets pas uniquement le Parti socialiste face à telle réalité, ça touche aussi les autres partis majoritaires qui sont en train de briguer le plus haut poste de l'État français aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, au travers de cette annonce, il y a une relation que je dirais malsaine entre le monde de l'entreprise du bâtiment et le pouvoir politique. Philippe Capdevielle, puisque vous connaissez bien ces dossiers, vous les suivez de très près à l'Assemblée nationale, vous entendez les propos de Gabriel Moesca, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que nous avons fait depuis 4 ans, c'est rétablir des équilibres. C'est voter en 2014 la contrainte pénale, qui est justement une alternative à l'incarcération. Mais moi, je ne suis pas juge. Et aujourd'hui, la pratique des juridictions, elle est malheureusement de prononcer la peine ultime, qui est la peine d'emprisonnement. Il y a beaucoup de nouvelles infractions. Il y a également une aggravation des peines. Et donc, il y a une augmentation de la population carcérale. Alors, disons-nous la vérité, que voulons-nous? Oui, il faut que les conditions soient dignes. Pourquoi ? Parce que les sorties sèches de prison favorisent la récidive. Or, la vous appelez les sorties sèches, c'est une sortie sans suivi, sans aider la réinsertion. Or, nous mettons en place justement des quartiers qui vont préparer la sortie. Et ça, c'est très important, puisqu'il va y en avoir en 2017 un nombre important qui vont être mis en place, 28 sur l'ensemble du territoire français. Parce que c'est ça qui est important, c'est préparer la sortie de la prison sur le plan social, sur le plan tout simplement personnel, pour éviter la récidive. Et ça fonctionne, ça marche bien. Quelques mots encore sur ce plan annoncé pour bien comprendre, puisqu'on a vu qu'il y avait un projet, même si ce n'est pas un projet prioritaire, un projet dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Concrètement, cette maison d'arrêt pourrait se situer où? On a parlé de Pau, de Bayonne. Est-ce qu'il y a, vous avez vous-même une préférence? Vous y voyez clair? Il y a la nécessité aujourd'hui de l'implantation d'un nouvel établissement pénitentiaire pour tout un ensemble de raisons. Bayonne est vétuste et n'a que 60 places et est actuellement réellement en surpopulation. Pau, ce n'est pas le cas. Alors, si cet établissement doit se faire, il appartient au préfet des Pyrénées-Atlantiques avec les élus locaux donc de trouver un emplacement. Il faut 15 hectares pour implanter une maison d'arrêt. Quelle serait votre préférence? Bien évidemment, moi je pense que ce qui serait pertinent par rapport à la proximité de la frontière, par rapport à l'état de la maison d'arrêt de Bayonne, que cette maison d'arrêt puisse être, si elle doit être faite, en Pays Basque. J'ai entendu dans votre réponse si ce projet doit se faire. Vous avez un doute? Pour l'instant, il y a 9 projets qui sont budgétés, c'est-à-dire que les financements sont prévus. Ensuite, il appartiendra à l'équipe qui sera au pouvoir à partir de 2017 de poursuivre ou non de poursuivre dans cette voie ou pas. Je répète, il y a 10 000 personnes en plus aujourd'hui en France détenues qui vont au-delà de nos capacités. Que faisons-nous? Alain Pompine, si vous deviez avoir une préférence pour un nouvel établissement dans les Pyrénées-Atlantiques, ce serait pour vous, quel serait l'endroit le plus judicieux? L'endroit où la population où on peut construire dans des normes actuelles, mais aussi où la population peut venir. Il est important qu'il y ait des axes de circulation pour que les familles puissent venir, et les intervenants et les personnels. Je voudrais préciser par rapport à la réponse de Mme Capdevielle que la maison d'arrêt de Pau, même si elle peut paraître moins vétuste et moins suroccupée, elle n'est pas suroccupée, elle est à moins de 100%, a une problématique d'enfermement collectif, c'est-à-dire ce sont des grandes salles qui détiennent jusqu'à 4 à 6 personnes dans une pièce unique. Donc ce sont des conditions qui ne peuvent pas perdurer dans un plan où justement la politique de l'encellulement individuel devient prioritaire, puisque M. Valls annonce que son plan doit amener à ce qu'au moins 80% des personnes détenues en France soient en cellule individuelle, alors que ça devrait déjà être le cas depuis 1875, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, donc on a un gros travail. Donc c'est un rapport effectivement entre le nombre de cellules disponibles et le nombre de personnes incarcérées, et ce rapport n'a jamais permis pour l'instant ce résultat. Gabriel Moesca, vous vouliez réagir. Également, vous connaissez bien évidemment le département des Pyrénées-Atlantiques, vous vivez sur cette terre. Pour vous, une nouvelle prison s'impose ? Bien évidemment que non. Et puisqu'apparemment on trouve de l'argent pour créer des prisons,
Moi, je vous dis, je vous mets au pari, vous, élus, vous, responsables de l'administration pénitentiaire, de dédier cet argent, de le dédier non pas à construire de nouveaux murs ou des nouveaux miradors, mais d'accorder cet argent au service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est eux, et je rappelle que ce sont eux qui sont en charge de travailler à la question de la réinsertion des sortants de prison. C'est eux qui ont une responsabilité énorme vis-à-vis de la société, vis-à-vis des victimes, et ces gens-là ont aujourd'hui un budget qui est de moins de 2% par rapport à l'enveloppe de l'administration pénitentiaire. Le choix de responsabilité aujourd'hui, c'est de financer ce service-là, de créer des centaines et des centaines de nouveaux postes de service pénitentiaire d'insertion et de probation pour qu'enfin on arrête de faire sortir de prison tous les jours des gens qui sont inaptes à l'insertion, qui sont inaptes à vivre au sein de la société et qui sont des gens qui sont parmi lesquels on trouvera des récidivistes. Parce qu'il y a quand même une chose qui est à dire clairement. Évidemment que tout le monde est responsable des actes qu'il commet, mais quand je vois des gens qui récidivent, et il y en a aujourd'hui malheureusement beaucoup trop qui récidivent sortant des prisons françaises, il faut voir aussi quelle est la responsabilité de l'administration pénitentiaire qui les a eus en ses mains. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire ne consacre pas assez d'argent, assez de moyens humains pour faire que ces gens-là, du service pénitentiaire d'insertion et de probation, puissent mener leur mission. Colette Capdevielle, vous êtes élue, vous êtes députée, vous entendez les propos qui sont tenus là, vous les relayez, vous les comprenez, vous les suivez? Je les partage, et c'est bien pour cela que nous avons voté en 2014 la contrainte pénale, qui va prendre son plein effet à partir du 1er janvier 2017, puisqu'elle pourra s'appliquer à tous les délits. Et j'espère que tous les professionnels vont l'utiliser, que ce soit les avocats, que ce soit les magistrats. C'est un suivi renforcé qui, justement, permet de ne pas aller en détention, de répondre à la fois à des mesures coercitives, mais également de préparer une réinsertion. Parce que c'est ça, en fait, c'est cet aspect de la peine qui me paraît important. La peine, c'est à la fois répondre, bien évidemment, des actes que l'on a commis, mais c'est aussi, bien évidemment, retrouver sa place dans la société. Et pour retrouver cette place, il faut le préparer, il faut le travailler. Alors j'aimerais également qu'on revienne sur un point qui n'est peut-être pas très clair à l'heure actuelle. En tous les cas, c'est ce qui a été ressenti après l'annonce du Premier ministre concernant le centre de Gradignan. Je m'adresse à vous deux, Madame Capdevielle, Monsieur Pompigne. Madame, la maison d'arrêt de Gradignan est assez ancienne, pour ne pas dire vétuste, certains le considèrent comme tel. Il y a eu un projet de refaire cette maison d'arrêt qui est tombé à l'eau. Elle n'apparaît pas dans les 33 établissements à venir. Pour autant, aujourd'hui, il semblerait que ce projet soit à nouveau relancé. Est-ce que vous pouvez nous éclairer pour savoir quel est l'avenir de la maison d'arrêt de Gradignan? Alors pour ce qui me concerne, j'ai évoqué cette question avec le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, mercredi dernier. Il m'a indiqué que nous étions passés en phase opérationnelle et donc que les travaux devraient être lancés. La difficulté en fait pour l'administration, mais je parle sous le contrôle de monsieur le directeur, est justement, compte tenu de la surpopulation de cet établissement, de pouvoir faire tous les travaux qui sont absolument nécessaires tout en conservant les personnes dans l'établissement. Voilà où nous en sommes. Donc ce que l'on peut retenir, c'est que de toute façon, il y aura bien une nouvelle prison à Gradignan à court terme. Alors, il y a un projet en cours. Je suis en relation avec l'Agence pour l'immobilier de la justice depuis quelques mois et nous travaillons justement sur la faisabilité et sur le gabarit de ce projet. L'argent est là. Quel sera le calendrier, les échéances? Vous êtes en mesure de nous donner les échéances? Alors, on est sûr, parce que ça va être effectivement complexe, puisque nous allons travailler dans un site occupé. Donc, on est sur 2021, aux livraisons complètes. Voilà, pour ce point qui me paraissait important de voir sous la lumière, puisqu'il n'apparaissait pas dans les 33 nouveaux établissements, il n'était pas cité comme étant non plus lancé, vous venez de le confirmer. Avant d'aller plus loin, et puisque nous avons parlé de ces établissements, j'aimerais qu'on fasse un point un peu complet sur les établissements qui existent en Aquitaine et le point sur la surpopulation carcérale dans cet établissement. C'est un reportage effectué par Jean-Pierre Stahl. En Aquitaine, on compte 6 maisons d'arrêt qui accueillent les détenus en détention provisoire et ceux purgeant des peines inférieures à 2 ans, mais également 4 centres de détention pour les détenus qui purgent des peines supérieures à 2 ans avec projet de réinsertion, ainsi qu'une maison centrale à Bordeaux-Gradignan pour les détenus à risque ou purgeant de longues peines. En juillet 2016, la France a dépassé le triste record du nombre de détenus avec 69 375 personnes, en augmentation de 3,8% par rapport à l'année précédente.
Si aujourd'hui le taux d'occupation au niveau national est de 118%, ce taux varie d'un établissement à l'autre en Aquitaine. Ainsi, au centre de détention d'Est dans le Lot-et-Garonne, on comptait début septembre 183 détenus pour 245 places, soit 75% de taux d'occupation. À Neuvic, 92%. À la maison d'arrêt d'Agen, 102%. À Mozac, en Dordogne, 84%. À Bayonne, 132%. À la maison d'arrêt de Périgueux, 120%. À celle de Pau, 72%. À Mont-de-Marsan, 90%. Enfin, la palme revient régulièrement à Gradignan, centre pénitentiaire et maison d'arrêt, où le nombre de détenus est de 640, avec un taux d'occupation de 184%. Gabriel Moesca, une question également de nos internautes que nous pouvons voir ensemble. Une question de Paul qui dit « L'ultra-répressif sans nuance n'a-t-il pas montré son inefficacité ?» C'est-à-dire que depuis que la prison existe, la prison est dans une constante, elle prouve sa dangerosité sociale et elle crée les conditions de la récidive. Tous les jours, j'attends d'apprendre une nouvelle qui serait que des gens qui sont victimes se retournent contre l'administration pénitentiaire. Je ne vous vise pas personnellement, monsieur le directeur, bien évidemment, mais aujourd'hui, vous avez avancé des chiffres extrêmement gravissimes qui démontrent la réalité de la surpopulation et ce que ça engendre au quotidien pour ces gens-là, pour les détenus, mais aussi pour le personnel surveillant. Il faut rappeler que l'administration pénitentiaire a 3 missions. La garde, la sécurité, c'est très bien mené par l'administration pénitentiaire, ils maîtrisent de mieux en mieux leur outil. Deuxième mission, l'aide à l'insertion ou la réinsertion. Et troisième mission, la lutte contre la récidive. Aujourd'hui, on peut dire que la prison, telle qu'elle fonctionne en France, promeut les récidivistes de demain. Et donc, les victimes de demain, aujourd'hui, sont en train d'être construites dans les prisons de France. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la décision qu'a prise M. Valls de créer une nouvelle prison n'apporte aucune solution crédible à ce problème réel, problème sociétal. Alors vous parliez des surveillants qui sont également tous les jours évidemment dans les prisons. Je vous propose d'écouter Hubert Gratteau qui est donc le membre du syndicat FO à la prison de Gradignan qui parle justement de ces peurs. Nos inquiétudes, c'est l'insécurité. Sous le gouvernement Taubira, enfin sous notre ancienne garde des Sceaux Taubira, elle a supprimé ce qu'on appelle l'article 57, les fouilles intégrales qui ont été complètement dissoutes par rapport aux règles pénitentiaires européennes. Pour nous, c'est une grosse problématique de sécurité, tant pour le personnel que pour les intervenants extérieurs. On ne peut plus faire de fouilles. Donc, bien évidemment, il y rentre dans nos établissements pénitentiaires des armes blanches qu'on peut effectivement trouver à base qui ne sonnent pas, des téléphones portables, des stupéfiants, tout ce qu'une personne peut ramener en détention, soit par des projections, soit des parois sauvages. Alain Pompigne, ça ne doit pas vous surprendre, mais pour nous, c'est assez hallucinant d'entendre ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui au quotidien dans les maisons d'arrêt ? Pas vraiment. Il y a une partie de la population, heureusement extrêmement faible, qui est dangereuse, qui est traitée et qui est prise en compte en tant que telle. Effectivement, une prison, c'est pour eux. C'est-à-dire qu'il peut rentrer des choses et nous sommes soumis à la loi. Vous dites ça comme si c'était normal pour les gens de l'extérieur, ça ne paraît pas normal. Hein. Non. Nous sommes soumis à la loi. La loi prévoit que les fouilles des personnes qui entrent ou les fouilles des personnes qui sont détenues dans l'établissement soient régies par des textes extrêmement précis. Il faut faire changer la loi selon vous ? Pas vraiment. Madame Capdevielle est à vos côtés. Il y a des moyens technologiques que nous mettons en place qui nous permettent d'avoir des moyens beaucoup moins intrusifs sur les personnes et beaucoup plus dignes pour le travail des personnels en même temps, qui permettent d'améliorer la sécurité. Et puis aussi, il faut évaluer les personnes en tant que telles pour savoir qui est potentiellement dangereux, de qui ne l'est pas, et pouvoir avoir une approche individualisée, y compris en termes de sécurité, comme on a une approche individualisée en termes d'insertion et de prévention de la récidive. Gabriel Moesca, je l'ai dit, vous avez passé 17 ans en prison. Les conditions étaient par rapport, les relations avec les surveillants. Les surveillants ont un rôle important à jouer dans le quotidien du détenu. Oui, tout à fait, mais là je serai extrêmement clair. Alors évidemment, dans toute
il y a toujours des exceptions à toute règle, mais des exemples de fraternisation entre personnel et personnes détenues est extrêmement rare. Là, je n'invente rien. Par contre, c'est vrai que c'est un monde dans lequel eh bien, il existe véritablement deux côtés d'une forme de barrière symbolique, et même qui est au-delà du symbolique, et que la prison ne changera jamais parce que la prison divise deux catégories de personnes, ceux qui sont sous main de justice et ceux qui représentent l'autorité de l'État. Et de fait, c'est une relation qui ne peut pas être la base de ce qui peut permettre une projection dans l'avenir basée sur le respect de la loi et l'esprit de fraternité. Merci. Colette Capdevielle, un mot. On ne peut pas terminer cette émission sans évoquer l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire, basée à Agen. On sait qu'elle forme les surveillants pour la France entière. Il y a un projet d'extension qui a été défendu cette semaine auprès du ministre de la Justice. Êtes-vous optimiste pour que cette école reste à Agen et se développe à Agen? Optimiste d'abord parce qu'il faut bien former les surveillants. Il faut justement modifier complètement le rapport qu'ils ont aux détenus, justement pour que leurs conditions de travail puissent Mais est-ce qu'il y a un risque que cette école quitte le Lot-et-Garonne? Non, cette école va rester. Les élus, mes amis du Lot-et-Garonne, se battent pour que cette école y reste. Elle a pleinement sa place là-bas. Moi, je suis très décentralisatrice et donc c'est bien que ça reste à cet endroit-là. Parce que, vous l'avez dit, et moi je pense que ça peut être le mot de la fin, la formation, c'est très important. C'est très important pour qu'il y ait une amélioration des conditions de vie en détention. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'était Des prisons, pourquoi faire? Francis Letellier reçoit dans un instant Stéphane Le Foll. Excellent après-midi. Merci.